Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu issu d'un financement participatif, un jeu de l'auteur Adam Kwapinski, le jeu adapté du jeu vidéo Frostpunk. Donc Frostpunk à l'origine, qu'est-ce que c'est? Eh bien comme je vous le disais, c'est un jeu vidéo de gestion qui se situe après la fin du monde qui est survenue suite à des chutes abondantes de neige et ininterrompues qui a tout enseveli sur son passage, et donc nous on dirige une petite tribu de survivants qui vont tenter de s'installer autour de leur générateur thermique qui est une espèce de grande tour qu'il va falloir alimenter afin de générer de la chaleur dans ces périodes difficiles avec des températures très basses. L'idée va être donc de construire une ville autour de ce générateur et de gérer ces variations de température afin d'éviter que nos habitants ne tombent trop souvent malades. Et évidemment, autour de ça, il va falloir collecter des ressources, voter des lois afin de faciliter la vie ou non de certains de nos habitants. Bref, il y a pas mal de choses à faire dans ce jeu vidéo. Et dans le jeu de plateau, eh bien, c'est une adaptation quasi parfaite de ce que l'on a pu voir dans le jeu développé par 11-bit. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de cette adaptation de Frostpunk. Je vais vous donner donc tout ce qu'il faut savoir, ou presque, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est un jeu très touffu, il y a pas mal de choses à voir, mais donc je vais vous donner toutes les indications qu'il faut en tout cas pour pouvoir jouer le premier scénario, qui est le scénario le plus simple finalement, bien que la difficulté soit très élevée, vous le verrez par vous-même. Je vous donne donc toutes les astuces, toutes les choses qu'il faut savoir, toutes les phases qu'il va falloir jouer pour pouvoir comprendre et démarrer rapidement dans ce Frostpunk, et à la fin donc je vous donnerai mon avis sur cette adaptation donc de jeu vidéo. On voit ça tout de suite. Et donc le voici, ce Frostpunk The Board Game, donc que vous voyez mis en place ici. Alors exceptionnellement, c'est la première fois que je fais ça, mais il faut que j'utilise deux caméras parce que eh bien, ce jeu prend énormément de place. Beaucoup de place pour finalement pas que ce soit si compliqué que ça, donc ça vous allez le voir. Mais en effet, j'ai jamais été confronté à la prise totale de l'espace de ma table. Alors j'ai pas la table la plus grande, mais elle est quand même relativement grande. Et donc là, il a fallu que je m'adapte. Donc vous allez avoir deux flux de vidéos, forcément. Un qui va être consacré donc, à la majeure partie du plateau et un qui va être consacré au plateau des constructions. Donc on va voir ensemble après. Donc qu'est-ce qu'on peut voir sur ce plateau qui est massif finalement, enfin plateau, en tout cas il y a plein de petits plateaux, vous le voyez. On voit qu'il y a plein de différents éléments, de jauges, de marqueurs, on a pas mal de choses, de ressources, enfin bref, on a beaucoup de trucs. Et donc il va falloir, on va essayer de dégrossir tout ça afin que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc tout d'abord, lorsque vous allez mettre en place donc, votre jeu, dans la règle, il vous dit mettez à droite, mettez à gauche, mettez ceci, mettez cela. En fonction de la place que vous avez, vous allez devoir vous adapter. Donc clairement, suivre ce qui est noté sur la notice, c'est bien si vous avez une vraie table de gamer, ce qui n'est pas mon cas. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce Frostpunk. On va commencer tout de suite par évoquer la mise en place, puis ensuite je vais évidemment vous parler du jeu et de ses similarités avec le jeu vidéo. Alors si vous n'avez pas joué au jeu vidéo, n'ayez crainte, je vais pas être redondant là-dessus. Mais vous allez voir que finalement il est très fidèle à ce jeu vidéo, donc le jeu vidéo de c'est 11-bit qui avait développé ça. Voilà, alors tout d'abord lorsque vous allez commencer, avant de commencer, il va falloir faire la mise en place et on commence par mettre en place ce plateau. Donc vous avez un livret de scénarios qui va vous donner donc évidemment différents scénarios. Moi j'ai fait la mise en place du premier scénario, celui qui ne nécessite pas le livret, où toute la mise en place est décrite finalement dans le livre de règles. Mais bon forcément ça apportera de différents petits twists au moment où vous sélectionnerez les scénarios, mais donc là je vous présente le premier. Alors déjà vous allez devoir donc vous allez devoir créer un pattern comme ça, vous allez mettre autour une forme de tuile cratère, côté cratère. Donc vous voyez ici vous avez en fait c'est une montagne, c'est surélevé ici, à l'intérieur on est dans un cratère, et donc c'est dans ce cratère qu'on va commencer à bâtir cette ville. Donc vous créez en puzzle, peu importe l'ordre des tuiles, vous les mettez tout autour. Au milieu vous placez donc au centre cette tuile principale sur laquelle vous allez devoir placer les différentes ressources qui sont indiquées. Donc là on a du bois, on a du charbon, donc c'est directement imprimé en fait sur la tuile, bois, charbon, et ici vous avez la tuile cantine à placer en haut, et enfin là-dessus, par-dessus, vous placez le fameux générateur avec son petit tiroir amovible en dessous. Le tiroir, hop, j'y arrive pas, si j'y arrive, hop, vous le placez, vous glissez en dessous, et donc c'est bien dans ce sens-là, le trou est au-dessus, parce qu'on va jeter des choses à l'intérieur, vous allez voir, c'est assez sympa. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre, donc vous avez ces petits jetons-là, je vais y arriver, ces petits jetons qui sont des jetons de gisement, il y en a plusieurs, il y en a 7, donc vous les mélangez face cachée, et vous décidez de partir d'un coin du plateau, et vous placez tous les jetons autour. Vous allez avoir des jetons vierges, vous allez avoir des jetons pleins.
Vous, à chaque fois que vous allez placer un jeton, s'il est plein, bah, vous le laissez sur place. S'il est vide, vous pouvez le retirer et vous continuez ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez placé 3 jetons pleins, 3 jetons gisements. Donc ici, par exemple, j'ai fait le tour. Ici, c'était vide, c'était vide, c'était vide. J'ai fait 1, 2, 3 gisements. Je m'arrête là. Les autres jetons, je les range. Et ensuite, ça va permettre de parfaire notre mise en place. On va placer des tuiles, ce qu'on appelle les tuiles éloignées, qui ont ce pattern-là, à ne pas confondre avec celles-ci qui ont le générateur de dessiné derrière. Donc vous placez des tuiles éloignées dans chacun des coins qui ne comprend pas de gisement, donc que vous venez de placer, donc qui ne comprend pas, attention. Hein. Donc ici vous en placez un, ici vous en placez un et ici, parce que c'est ces 3 coins où je n'avais pas de gisement. Et ensuite vous placez des tuiles, donc cette fois-ci les tuiles proches, celles avec le générateur dessiné autour, à côté de telle manière à ce qu'elles soient adjacentes à la tuile principale, la tuile du générateur, et la tuile éloignée que vous venez de placer. Et donc ça va vous donner un pattern comme celui-ci, peu importe dans quel sens c'est, ça tout dépendra des gisements, d'où est-ce que les gisements ont été placés, et donc forcément, eh bien, vous aurez un plateau plus ou moins différent à chaque fois. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir placer les ressources qui sont imprimées dessus, donc vous avez du charbon, vous avez du bois, vous pouvez avoir des noyaux de vapeur, comme ces choses-là, et vous pouvez avoir des arbres, donc ils sont à différencier du bois, parce que ce sera différent de traiter les arbres, donc on verra ça après. Donc ça, c'est pour la mise en place du plateau principal. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en place, ici, vous voyez, vous avez des cartes expédition. Donc vous faites ce qu'on va appeler des piles, entre guillemets. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule carte, mais vous avez 3 cartes A, et puis à côté, vous avez des pioches A, B et C. Donc il faut bien les différencier. Je vous suggérerais de les écarter, finalement, de ces 3 cartes expédition qui sont les cartes en jeu. Mais là, pour les besoins de la vidéo, j'ai besoin de concaténer un petit peu tout ça, de telle manière à ce que vous puissiez voir. Donc clairement, ce qui va nous intéresser, ce sont celles-ci. Donc vous les mettez en place simplement, il n'y a rien d'autre à faire. Vous les mettez en place ici. Vous allez mettre en place donc ici le fameux plateau des constructions. Donc vous placez, vous mettez en place, tout est imprimé dessus finalement. Donc, vous allez retrouver tous ces bâtiments reviendront systématiquement. Et en dessous, j'y reviendrai juste après, vous avez des bâtiments qui vont être à placer en fonction des lois que vous allez préparer, que vous allez éventuellement voter. Donc ça, je vais y revenir ensuite. De quoi est-ce qu'on peut parler également? On va avoir ces cartes-là qui sont des cartes résidents, des cartes citoyens. Vous les mélangez, vous faites une petite pioche à côté et vous allez en distribuer un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez solo, c'est tout à fait possible avec ce jeu, bien évidemment, vous allez pouvoir vous distribuer 7 cartes de cette pioche-là. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir le scénario que vous allez devoir sélectionner. Évidemment, vous prenez le paquet de... Là, c'est le premier scénario, donc j'ai tout le paquet du 1 et vous révélez la première carte qui vous donnera des mises en place à effectuer. Vous allez avoir, donc sur ce plateau-là, on va essayer de voir un petit peu les plateaux différents. Ici, vous avez le plateau donc des meeples, celui qui va être des ouvriers que vous allez pouvoir placer. Donc, vous allez avoir, par exemple, à droite, tous les meeples que vous allez devoir placer vont correspondre aux ressources que vous allez avoir qui vont être définies ici. Donc ça, j'y reviens aussi juste après, et vous allez avoir une jauge de mort en haut. Donc cette jauge de mort va être liée directement à la carte société qu'on vous demandera de sélectionner. Donc vous avez en gros un mode de difficulté différent. Et sur cette carte société, il y a pas mal d'éléments qu'il va falloir consulter. Donc par exemple, si on regarde sur ce plateau société, on va nous dire que on a 22, donc on va se référer directement à ce plateau, qui est le plateau des... je ne sais plus comment il l'appelle ça, mais le plateau en gros des citoyens. On va compter le nombre de citoyens de chaque catégorie qu'on a. Il y a 3 catégories. Il y a la catégorie ouvrier, ingénieur et enfant. Et on va avoir un jeton de faim et un jeton de nourriture. Donc on nous dit que le marqueur d'ouvrier doit être sur 22. Ok, je l'ai placé sur 22. Le marqueur maladie des ouvriers est placé à 0, donc on le place à 0, c'est ça le maladie avec la seringue. Vous avez le marqueur des ingénieurs qui est lui sur la case 12 et le marqueur maladie est à 0. Le marqueur des enfants est à 8 et le marqueur maladie à 0. On n'a pas d'automates, parce que vous allez voir que dans ce jeu on va pouvoir avoir des automates. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, si on regarde la partie réserve en dessous, que l'on a 8 de nourriture pour commencer. On prend donc ce petit marqueur nourriture, on le place sur le 8, et on a 4 de bois, 5 de charbon et aucun noyau de vapeur. Donc ça, si vous avez besoin du bois et du charbon, eh bien vous les prenez forcément dans la réserve et vous allez devoir donc les placer sur le plateau des meeples que vous avez là. Hop, vous avez la zone des ressources qui se trouve ici. Donc on a 5 charbons comme je vous ai dit. Et on va avoir, hop, 1, 2, 3, 4, 4 de bois que l'on va placer là. Voilà.
Donc ça, c'est pour la partie des ressources. Et enfin, sur cette carte scénario, la dernière chose qui va nous intéresser, c'est la partie mécontentement et espoir, parce que vous avez un plateau ici, mécontentement et espoir. On vous dit de piocher 2 jetons dans la pioche de mécontentement et d'en activer un. Qu'est-ce que ça signifie? Vous allez prendre au hasard 2 jetons dans ce sachet, donc c'est ce que j'ai fait. Vous allez activer le plus à gauche et désactiver celui à droite, donc c'est-à-dire que le plus à gauche va être en blanc et le plus à droite va être en noir. Et enfin, sur l'espoir, vous faites pareil, sauf que c'est 2 et 2, en tout cas sur cette carte société-là. Donc vous allez prendre 2 jetons espoir au hasard et les 2 vont être actifs. Donc vous voyez, les 2 sont placés donc, sur la partie la plus à gauche du plateau. Ça permet de décompter le nombre de points de mécontentement et d'espoir qu'il va y avoir. Et donc vous allez les placer ici, activés, puisque c'est indiqué sur la carte société. Voilà, donc cette carte société, je peux la mettre de côté. En tout cas, pour ce qu'on a vu, ce qu'il fallait mettre en place grâce à cette carte. Donc on vous recommande d'utiliser la société normale pour débuter. Vous allez voir que le jeu est déjà relativement complexe, donc n'en rajoutons pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, il va falloir mettre en place ces différentes cartes technologies. Donc, c'est les technologies que vous allez pouvoir débloquer. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ces cartes technologies, vous allez prendre la pile entière, vous allez les mélanger et vous allez en sortir 4. Les autres, vous allez les ranger dans la boîte, il n'y en aura pas besoin. Et vous allez placer un jeton technologie désactivé ici. Il va falloir la rechercher pour l'activer et on retourne le jeton, le placer sur blanc. Donc là, vous le placez sur noir, sur cette carte-là, mais vous savez du coup ce que vous allez pouvoir rechercher par la suite. Ensuite, on a ce plateau-là qui est le plateau du contour, en gros, avec le marqueur de tempête. Donc là, vous placez le marqueur de contour sur la case numéro 1 et sur la carte de scénario, la première carte de scénario, on va vous demander de placer des jetons de déclenchement de scénario, ici en manche 4 et manche 11 en vert, donc j'en ai placé un en manche 4 et en manche 11, et le marqueur de tempête, lui, va sur la case numéro 9, donc vous le placez ici. Vous avez différentes pioches qu'il va falloir donc préparer. Ici, on a la pioche des cartes du matin, vous les mélangez, vous les placez ici. Ici, vous avez la carte des pioches, la carte du soir qui va aller avec les lois qu'on va voir juste après. Donc là, les lois du soir, elles sont violettes, donc vous les mélangez pas, elles sont triées dans l'ordre. Vous avez aussi une pioche de cartes soir rouges qui vont être des conséquences de choses, de décisions que vous allez prendre qui vont venir le soir. Et vous allez devoir récupérer une carte soir qui est, que vous allez devoir mélanger avec une carte concertation. Vous avez des cartes concertation comme celle-ci, vous mélangez le paquet, vous le placez face visible, vous prenez la première du dessus, vous avez le droit de la consulter pour savoir ce qui va vous arriver, et vous la mélangez entre guillemets, parce qu'il n'y a que 2 cartes, avec la carte, donc l'inévitable, qui est la première carte du paquet rouge du soir. Et donc ça vous permettra de piocher des choses à chaque phase du soir. On y reviendra. Vous avez également la carte météo à mélanger et à placer sur ce plateau. Ici, qu'est-ce qu'on voit sur ce plateau? C'est un plateau c'est le plateau générateur. On va voir l'état du générateur, le froid, etc. On a ce marqueur de froid que vous allez placer sur la 4e case, donc 1, 2, 3, 4, pardon. Le marqueur de froid ici. Ici, vous avez les différents marqueurs de zone et de type de bâtiment. Vous les empilez de cette manière-là. Donc vous avez le marqueur rouge en bas, puis le marqueur orange, puis le marqueur jaune de cette manière-là. Et vous avez le marqueur de température qui, lui, est tout en bas de la pile, en tout cas au début, tout en bas de la jauge. Au début, en tout cas, c'est comme ça que ça doit se passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre à mettre en place? Eh bien, on a fait pas mal le tour de tout ce qu'il fallait voir. En termes de scénario, on a vu. Ici, on va vous demander de mettre une carte en fonction du scénario que vous avez, une carte tempête. Donc ici, c'est la carte numéro 8 pour le scénario numéro 1. Et donc je le place ici, lorsqu'une tempête va se déclencher, on devra résoudre cette carte. Et une fois que vous avez donc fait tout ça, eh bien les joueurs vont devoir sélectionner l'expert qui va vouloir jouer. Donc il y a 4 experts différents, expert générateur, expert social, et expert contre-maître, je crois, je ne sais plus quel est le dernier. Et en gros, chaque expert va donner un pouvoir spécifique lors de la phase de préparation. Attention, si vous jouez en solo, vous n'en prenez qu'un seul, mais vous avez le droit à la carte là-bas qui est l'appel du devoir, qui va vous permettre d'avoir un petit bonus pour compenser le fait que vous soyez seul. Et enfin, vous avez ce marqueur-là qui est le marqueur dirigeant, qui est en gros une sorte de marqueur premier joueur. Ça va être le décisionnaire lorsqu'il y aura des décisions à prendre, des désaccords au sein de l'équipe, puisque c'est un jeu coopératif, bien évidemment. Et donc, vous allez devoir parfois prendre des décisions. Et voilà, donc on a fait le tour de cette mise en place, si ce n'est que non, j'ai bien oublié une chose, hop, les lois, je vous en ai parlé. Concernant les lois, donc vous allez devoir prendre toutes les cartes lois de 1 à 8, donc c'est des lois qui reviendront tout le temps, et donc ces lois sont identifiées en bas, L01, L02, L03, etc. Donc vous prenez les 8 premières, vous allez les placer face visible, et ensuite vous allez devoir sélectionner parmi celles qui restent, vous allez devoir en piocher 4 au hasard, et les mettre en dessous. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir
les différents bâtiments que vous allez pouvoir construire. Donc par exemple, si je regarde ici, le pub vous permet de construire le pub. Donc dans ce cas-là, vous allez prendre la tuile du pub et la placer en dessous, donc pas sur le plateau, puisque il n'a pas une place attitrée. Mais vous allez pouvoir le construire si vous votez la loi. Pareil pour l'arène de combat, par exemple. Donc vous avez différents bâtiments comme ça. Les autres bâtiments, du coup, qui ne sont pas cités dans vos lois, ne seront pas utilisés pendant la partie. Donc vous pouvez les ranger sans peine. Voilà pour ça. Maintenant, je pense que c'est bon. Je pense que je n'ai rien oublié, si ce n'est que vous allez devoir donc mélanger, mais ça, je pense que vous avez compris, faire des piles de tuiles éloignées et de tuiles proches. Il va falloir les mélanger et faire deux piles différentes. Voilà, mais bon, c'est un petit peu près tout. Maintenant, on va parler de ce jeu, donc de ce Frostpunk. Alors, ce Frostpunk, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de jeu de gestion, de jeu de survie coopératif. Vous êtes en fait à la tête d'une pseudo-ville, c'est-à-dire d'une ville naissante, après la fin du monde, liée à des chutes de neige abondantes et incessantes. Tout a été enseveli sous la neige et il reste peu de survivants, et vous êtes là avec votre giga-générateur, prêt à construire une ville autour de la chaleur qu'apporte donc ce générateur qu'il va falloir alimenter tout en faisant attention de ne pas le faire exploser, en réalisant donc des tâches autour de cette ville, mais en faisant attention de ne pas trop tomber malade, parce que forcément qui dit froid dit maladie. Qui dit maladie et dit perte d'espoir, qui dit perte d'espoir dit perte de la partie, donc il faut faire super attention à ça. Vous avez pas mal de conditions de défaite différentes, mais vous allez voir que c'est un jeu de placement d'ouvriers finalement, mélangé donc avec cette histoire de gestion et de survie. Donc le but du jeu, aller au bout du scénario et donc évidemment accomplir tout ce qui est demandé à la fin sur l'épilogue pour pouvoir remporter la partie. Par contre, vous pouvez perdre pour différentes raisons. Donc la première va être si vous faites exploser le générateur, c'est-à-dire que s'il tombe en panne une deuxième fois, donc il passe en surpression, la jauge de pression est ici, s'il passe en surpression une deuxième fois dans la partie, il explose, et alors là c'est la défaite instantanée. Si vous avez 6 marqueurs de mécontentement qui sont placés, vous vous faites jeter dehors, en gros, donc vous avez perdu. Si vous n'avez plus un seul marqueur d'espoir, les gens sont désespérés, ils refusent de vivre, et c'est terminé. Si vous avez trop de malades, donc si votre marqueur de maladie venait à atteindre des seuils au-dessus de 25, eh bien c'est perdu également. Si vous avez trop de faim, c'est également pareil. Si le marqueur de faim dépasse 25 au début de la phase de faim, eh bien c'est une défaite également. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour des défaites. Enfin, des manières de perdre, en tout cas. Voilà, donc maintenant, voyons comment ça marche. Vous avez une carte ici, qui est une carte des différentes phases que vous allez pouvoir réaliser. Il y a 9 phases à réaliser dans chaque manche de Frostpunk. La petite particularité, c'est que lorsque vous commencez, vous allez commencer par la phase 6, qui est la phase d'action, et donc ensuite vous avez les phases différentes qui vont arriver. Donc on va suivre un petit peu ce cheminement, et je vais vous expliquer donc chaque phase afin que vous puissiez bien comprendre. On va tout d'abord donc commencer par la phase d'action, qui est la première phase que vous allez pouvoir faire, et donc ces actions vont être... les actions que vous allez faire vont être liées, vont avoir des conséquences liées à la température, parfois en tout cas, c'est pas toujours le cas, mais liées à la température du bâtiment dans lequel vous réalisez. Donc par exemple, si vous souhaitez déneiger, vous allez pouvoir déneiger, qui est la première action, vous allez le faire systématiquement dans le froid, parce que vous avez les mains dans la neige, et donc lorsque vous allez déneiger, vous allez pouvoir révéler de nouvelles tuiles pour récupérer de nouvelles ressources et de nouveaux emplacements de construction. Donc par exemple, lorsque je décide de déneiger, je vais sélectionner un meeple, donc je peux le faire au début avec soit mes ouvriers, soit mes ingénieurs. Les enfants au début ne servent entre guillemets à rien. Vous avez la possibilité de voter une loi pour le travail des enfants, et vous avez aussi la possibilité de voter une loi qui est différente, qui permet d'héberger les enfants dans des conditions décentes. Donc ça, c'est à vous de voir, j'y reviendrai après. Donc lorsque vous souhaitez réaliser une action, évidemment, il va falloir placer un ouvrier. Donc cet ouvrier, lorsque vous souhaitez déneiger, vous allez devoir le placer, hop, sur la case qui se trouve en dessous. Sur la case en dessous, on vous dit, attention, votre ouvrier va tomber malade, donc vous allez augmenter le marqueur maladie du type d'ouvrier que vous avez utilisé, enfin du type de citoyen que vous avez utilisé, qui ici est un ouvrier. Donc on augmente la maladie de 1. On me dit que je peux soit révéler 2 tuiles proches du générateur, qui sont ces tuiles-là, soit révéler une tuile éloignée. Donc dans ce cas-là, hop, je place 2 tuiles proches du générateur, donc il faut forcément qu'elles soient collées au générateur. Une fois que vous les avez placées,
vous les retournez de cette manière-là, et ensuite vous allez placer les différentes ressources qui sont censées se trouver dessus. L'intérêt de ça, donc, comme je vous l'ai dit, c'est de révéler de nouvelles ressources à collecter, et évidemment également de pouvoir révéler de nouveaux emplacements de construction, parce qu'on va pouvoir bâtir des bâtiments, construire des bâtiments bien évidemment. Donc là, c'était la première action, qui est l'action de déneiger. Et donc on va pouvoir continuer avec une autre action qui est celle de collecte. Donc lorsque vous allez devoir collecter, hop, vous allez prendre cette, pareil, toujours un meeple, et vous allez donc essayer de collecter des ressources. Par exemple, si je viens ici, je vais pouvoir prendre jusqu'à 2 ressources d'une case où je me trouve, donc je peux prendre ces 2 ressources-là et les placer. Mais attention, à partir de là, il faut faire attention à la température à laquelle va travailler votre personnage. Et donc là, si on regarde bien ici, on voit que mon générateur, il est tout en bas en termes de température. Donc ça va être l'occasion pour moi de vous expliquer un petit peu ce système qui est très intéressant, ce système de température. Donc vous avez une jauge et vous avez plusieurs éléments à prendre en compte. Vous avez les bâtiments jaunes, orange et rouge qui vont crescendo en termes de qualité, en termes d'efficacité d'isolation, ce qui vous permettra de retenir le plus la chaleur les bâtiments rouges que les bâtiments jaunes. Et vous avez des zones, la tuile générateur, les tuiles autour de la tuile générateur et toutes les tuiles. L'idée, c'est que lorsque vous allez faire progresser ce marqueur, vous allez chauffer plus de zones que lorsqu'il est plus bas. Par exemple, si je le déplace d'une case ici, on voit qu'il y a un trait qui se trouve là, je vais pouvoir chauffer tout ce qui est en bas, donc c'est-à-dire que les bâtiments rouges et la tuile générateur est chauffée. Donc on a des bâtiments rouges qui sont indiqués comme ici, et la tuile générateur, eh bien c'est la tuile principale. Si jamais moi, par exemple, je veux faire cette action-là, mais ne pas rendre mon meeple malade, il va falloir que je chauffe un peu plus mon générateur pour pouvoir dépasser ces deux conditions qui est bâtiment orange. Bon là c'est pas le cas, je suis pas dans un bâtiment orange, je suis dehors, mais on me dit ici que les tuiles autour de la tuile générateur sont désormais chauffées, et donc à partir de là, on n'incrémente pas le marqueur de maladie, puisque, entre guillemets, mon meeple travaille au chaud. Et pour monter cette partie-là, on peut le faire de plusieurs manières, mais en tout cas dans la phase d'action, vous pouvez le faire tout simplement à chaque fois, juste avant de réaliser une action, avant qu'un joueur joue son tour, vous allez pouvoir augmenter cette jauge. Donc, par exemple ici, je veux que mon meeple ne soit pas malade, donc avant de le placer, hop, il faut que je monte de 2 cases, donc je paye un charbon pour chaque case, ici donc 2 charbons, et j'ai pu monter donc mon marqueur de 2 cases, et ensuite je place mon meeple, et donc il n'est pas malade. Voilà comment ça fonctionne. Et après, vous allez voir qu'il y a un twist lors d'une autre phase, donc il faut faire super attention à ne pas non plus exagérer sur l'utilisation du générateur. Donc là, on a vu le fait de déneiger, on a vu le fait de venir collecter des ressources. Maintenant, on va pouvoir voir l'utilisation, la construction et l'utilisation des bâtiments. Donc déjà, tout d'abord, vous avez des bâtiments qui sont déjà pré-imprimés autour, alors je vais retirer ça histoire que vous puissiez voir, qui sont pré-imprimés autour du plateau. Donc vous avez ici un premier bâtiment, alors je sais plus comment, ça c'est le générateur, ça c'est la plateforme, pardon, et la cantine qu'on vous demande de placer au début. Donc, à quoi ça sert? Le générateur va vous permettre de réduire la surpression que vous allez générer lors de la phase de générateur. Donc vous la verrez juste après. Mais en gros, si vous placez ici un meeple forcément ingénieur, c'est le but de ce petit marqueur qui est en bas à gauche, et vous êtes obligé de placer un ingénieur, vous allez pouvoir retirer jusqu'à 5 cubes de surpression, ou alors de poser une amélioration grâce à un noyau de vapeur, que vous allez mettre une amélioration à l'intérieur qui fera tomber les cubes moins vite. Sur cette partie de gauche, c'est la tuile, la plateforme qui va vous permettre de voter des lois. Donc vous allez devoir sélectionner une des lois qui se trouve dans votre paquet et la voter à ce moment-là tout simplement. Et enfin ici, ça c'est pareil, c'est un ingénieur qui le fait. Et ça ici, donc la cantine, va vous permettre pour 3 de nourriture, vous pouvez placer n'importe quel meeple, pour 3 de nourriture, vous allez pouvoir soit retirer un mécontentement, soit ajouter un espoir. Voilà. Mais évidemment, il y a plein d'autres bâtiments à voir, et donc ces bâtiments que vous allez voir sont sur ce plateau-là. Et donc vous voyez ici sur le plateau principal, eh bien, vous avez tous les bâtiments que vous allez pouvoir construire, et enfin en bas vous avez les bâtiments qui sont issus des lois, donc forcément si vous n'avez pas débloqué la loi, eh bien vous ne pouvez pas débloquer les fameux bâtiments qui vont avec. Donc qu'est-ce qu'il faut voir? Eh bien, si on veut fabriquer un bâtiment de cette partie de gauche, on voit ici que ça coûte 1 de bois, ici ça coûte 2 de bois, ici ça coûte 3 de bois, etc. Donc, ces bâtiments vont pouvoir être améliorés grâce à l'atelier, et donc dans ce cas-là, le coût d'amélioration c'est indiqué en bas, donc on a du bois et des noyaux de vapeur. Donc si je souhaite construire un bâtiment, il va falloir que je prenne un de mes meeples et que je le place sur la case en bas à gauche du plateau des meeples ici.
et vous allez pouvoir faire 3 actions de construction-déconstruction, parce qu'à ce moment-là, vous allez également pouvoir démolir des bâtiments qui ne vous servent plus. Donc lorsque l'on souhaite construire, eh bien, si je souhaite par exemple construire 3 bâtiments, il va falloir que je sélectionne 3 bâtiments, que je paye le coût des 3 bâtiments, c'est aussi simple que ça, et ensuite je vais pouvoir le placer sur le plateau. Donc admettons par exemple que je souhaite construire une tente, parce que je souhaite faire dormir mes meeples, donc ça me coûte 2 bois, hop, je dépense 2 bois, et je place une tente, par exemple, je peux la placer ici. À savoir qu'il y a des cases sur le générateur, ça c'est une case, ça c'est une case, ça c'est une case, ça et ça ce sont des cases, celle-ci c'en est pas une, c'est juste de telle manière à faire une jonction, mais ici ce n'est pas une case, c'est finalement l'entrée du générateur. Cette tuile, vous allez pouvoir la placer n'importe où, sauf sur une case où se trouve l'un de vos meeples. Attention, par contre, si vous la placez là où il y a des ressources, et bien toutes les ressources sont perdues, vous allez devoir les défausser. Donc par exemple, cette tuile tente, je peux la placer ici. Ensuite, vous allez pouvoir placer différents bâtiments. Lorsque vous allez placer des bâtiments, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Évidemment, il y a le coût, mais il y a aussi le niveau de chaleur de base. Un bâtiment jaune est moins bien isolé qu'un bâtiment rouge. L'intérêt, c'est que il va falloir se référer de nouveau à cette jauge. Vous voyez que chauffer un bâtiment jaune, c'est plus difficile que de chauffer un bâtiment rouge. Par contre, si vous le placez dans une zone qui est facile d'accès, par exemple ici, la zone qui est autour de la tuile générateur, eh bien, vous voyez que vous pourrez la chauffer plus vite. Autrement dit, un bâtiment jaune, ici, ne va pas forcément être chauffé, ne va pas être uniquement chauffé si on dépasse le marqueur jaune qui se trouve ici. Il va pouvoir être chauffé en fonction de marqueurs de géographie, de position de cette tuile par rapport au générateur. Si par exemple ici je le place directement sur la tuile générateur, eh bien j'aurai besoin que mon marqueur de chaleur soit seulement au-dessus de cet indicateur-là pour considérer qu'il est chauffé. Donc, vous allez pouvoir placer des bâtiments comme ça, et donc quand vous voulez déconstruire, eh c'est très simple, vous le retirez, vous le replacez sur la planche. Par contre, vous ne récupérez pas de ressources, donc faites très attention. Donc parmi les différents bâtiments que vous allez pouvoir construire donc de cette manière, je vous l'ai déjà montré, il y a la tente qui va vous permettre d'héberger lors de la phase de la nuit des meeples, forcément, pour qu'ils puissent dormir au chaud en tout cas. Et vous avez différents bâtiments, tels que des postes de collecte qui vous permettront de récupérer des ressources à plusieurs endroits différents, la cabane de chasse qui va vous permettre de récupérer, de gagner de la nourriture, donc sur votre jauge de nourriture, et de pouvoir chasser lors des phases de météo, ça on y reviendra juste après. On a un four à charbon de bois qui va vous permettre de convertir du bois pour du charbon qui vous permettra donc de chauffer votre générateur, entre autres. Vous allez avoir l'atelier, lorsque vous allez l'utiliser, vous allez pouvoir améliorer des bâtiments ou faire progresser votre technologie qui est en cours. C'est-à-dire que lorsque vous allez construire votre premier atelier, vous allez choisir une technologie qui est disponible, vous allez prendre le marqueur et vous voyez sur les technologies, il y a un petit sablier, par exemple ici noté 4, c'est-à-dire que vous prenez votre manche en cours et vous comptez 4, 1, 2, 3, 4, et vous placez votre petit jeton de technologie, et lorsque votre marqueur de tour atteindra ce marqueur technologie, eh bien votre technologie sera disponible et vous pourrez instantanément en placer une autre dans la jauge. Donc grâce à cet atelier, vous allez pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir ensuite améliorer, donc c'est-à-dire que lorsque vous souhaitez améliorer un bâtiment, il va falloir évidemment qu'au préalable il soit construit. Donc par exemple, hop, on peut se dire qu'on a un poste médical qui est ici. Si je l'améliore, je peux le retourner. Attention, certains bâtiments ne sont pas améliorables, donc vous avez des petits carrés comme ça sur le côté qui vous indiquent ça. Donc vous allez pouvoir le retourner, soit vous avez des effets qui sont plus bénéfiques, soit tout simplement vous avez une meilleure tenue à la chaleur, donc du coup qui vous permettra d'avoir moins besoin de chauffer le générateur pour pouvoir y aller sans tomber malade. Et vous allez donc en plus de ça avec l'atelier, comme je vous ai dit, améliorer ces bâtiments, mais vous allez aussi pouvoir faire progresser cette jauge plus rapidement. Si jamais par exemple vous souhaitez, vous avez deux possibilités, soit vous décidez d'améliorer et de faire progresser la jauge, soit vous faites progresser la jauge 2 fois, soit vous améliorez 2 bâtiments. Si vous décidez de faire progresser la jauge, c'est tout simple, hop, vous le déplacez de 1 vers vous. Donc si vous utilisez l'action atelier exclusivement pour faire progresser cette technologie, eh bien vous l'avancerez de 2 cases. Sinon, si vous l'utilisez uniquement pour améliorer, eh bien ça n'avancera pas. Enfin bref, vous avez compris. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme bâtiment? Eh bien le poste médical. Donc ce poste médical, lorsqu'il n'est pas amélioré, si vous allez dessus, donc évidemment il faudra placer un meeple dessus pour réaliser l'action. Donc là je prends le mauvais parce qu'ici il est indiqué que c'est un ingénieur qu'il faut. Vous allez pouvoir le placer dessus et vous allez pouvoir soigner, descendre donc de 3 la jauge de malade. Donc lorsque votre maladie, par exemple, admettons que les ouvriers sont à 4, vous souhaitez traiter ces ouvriers-là, eh bien faites 1, 2, 3 et hop, vous avez réduit le nombre de malades. Attention, ici vous avez une jauge de traitement qui est un petit peu, enfin une action de traitement qui est différente, puisque ces jetons-là vont pouvoir être retournés à certains moments, lorsque notamment on va avoir des phases, je sais plus quelle phase c'est, je crois que c'est la phase du matin, non, je sais plus.
la phase de... ça va être la phase de préparation. Oui, c'est la phase de préparation. Ils vont être retournés sur leur phase crâne. Alors, lorsque vous faites la première fois, il ne se passe rien, mais une fois que vous passez de crâne à seringue, ça signifie qu'il y a un mort. Et donc, l'idée de traiter les maladies, c'est de repasser de crâne vers seringue sans qu'il y ait de mort. Donc ça, bon, vous le verrez, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir finalement dans ce jeu. Donc vous le verrez autrement. On a la scierie également au niveau des bâtiments qui va vous permettre de prendre un bois, un arbre qui se trouve sur la même tuile et de pouvoir le convertir en trois ressources bois. Donc ça vous permettra de... Sinon vous ne pouvez pas utiliser ces arbres, donc ça permettra de les traiter, de les utiliser de cette manière-là. Vous allez pouvoir créer des automates. Ces automates, ce sont ces petits ces petits meeples-là, ces grands meeples-là plutôt, qui vous permettront de réaliser des actions, mais qui ne seront pas soumis à la maladie et au froid, donc on s'en fiche un peu. Vous avez la fameuse balise qui va vous permettre, elle, de faire des explorations, et vous avez donc différents bâtiments, je ne vais pas tous les faire, il faut bien voir de toute façon dessus, vous avez des bâtiments qui vont permettre d'extraire du bois, d'extraire du charbon, de traiter les maladies, de récupérer de la nourriture, etc., plus les bâtiments qui sont donc liés aux lois. Voilà pour tout ça. Et donc évidemment on a l'action d'exploration, et donc ça j'y viens, je vais y venir. Lorsque vous allez avoir construit la balise, donc vous avez construit la balise, vous l'avez placée, vous allez pouvoir tout simplement pendant un tour vous dire ok, je prends un meeple et je l'envoie en exploration, et vous allez le placer sur la première case de l'une des cartes que vous aurez placées, des cartes A au début en tout cas. Par exemple je peux me dire hop, je le place ici. L'intérêt de ça, c'est qu'en haut à droite vous avez l'idée d'une récompense que vous pouvez avoir. Donc quand ce sont des sacs, ce sont des ressources, quand c'est des bonhommes, ça signifie de la population. Et quand c'est un point d'interrogation, eh bien c'est, on ne sait pas, on verra ce qui nous tombera dessus à ce moment-là. Et donc vous continuez vos petites actions comme ça jusqu'à arriver à la fin de la phase des actions, lorsque vous ne voulez plus utiliser de meeple ou lorsque vous n'en avez plus tout simplement. Et dans ce cas-là, on va passer à la phase de soir. Donc la phase de soir, vous allez révéler la première carte du paquet du soir, et donc vous allez devoir lire ce qui va se passer. Alors je ne vais pas vous spoiler, mais vous avez plusieurs types de cartes. Vous avez des cartes du soir qui sont rouges et des cartes concertation. Lorsque vous avez les cartes du soir rouges et qu'il n'y a rien indiqué dessus, eh bien vous allez devoir la défausser, vous allez la résoudre et la défausser ensuite. Lorsque ce sont des cartes concertation, on va vous donner une condition. Par exemple, on me dit si vous avez un espoir ou un mécontentement actif, eh bien il va falloir réaliser certaines choses qui sont indiquées en dessous. Alors il faut faire attention, parce que généralement quand c'est du mécontentement, c'est du négatif. Et cette carte-là, vous la détruisez ensuite et vous allez prendre une nouvelle carte, la carte du dessus, que vous allez remélanger avec les cartes restantes dans la pile du soir, qui servira donc à la prochaine phase du soir, bien évidemment. Une fois que vous avez fait ça, on passe à la phase de fin. Et donc la phase de fin, on va regarder où est votre marqueur de fin. Donc si votre marqueur de fin est à 0, il n'y a pas de question à se poser. Admettons qu'il soit ici à 4, eh bien vous allez dépenser de la nourriture en fonction de là où se trouve ce marqueur. Donc ici j'ai 8 de nourriture, il y a 4 de faim, donc je dépense 4, hop, pour pouvoir réduire la faim à 0. Une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir résoudre la position du marqueur de faim. Donc là il est à 0, il ne se passe rien. S'il est entre 1 et 4, vous allez générer un mécontentement. Donc je viens tout de suite sur le mécontentement et l'espoir. Comment ça fonctionne? Eh bien, lorsque vous générez un mécontentement, vous avez deux choses. Soit le mécontentement, le type de mécontentement n'est pas précisé. Dans ce cas-là, vous allez devoir soit activer un jeton en le plaçant sur le blanc, soit en piocher un nouveau au hasard dans le sac et le mettre de côté désactivé. Soit il est précisé quel type de mécontentement c'est, que ce soit, donc ça c'est apathie, donc c'est indifférence. Attention, il y a une petite erreur de trad dans les règles. Parfois c'est marqué apathie, parfois c'est marqué indifférence. C'est la même chose. Donc indifférence, ici c'est cupidité et il y a colère. Et donc si il est noté, eh bien vous gagnez 1 de colère par exemple. Et bien dans ce cas-là, vous allez devoir prendre au hasard un jeton là-dedans. Vous le sortez. Si ce n'est pas un jeton colère, là c'est pas le cas, eh bien vous le laissez désactiver. Si par contre c'est un jeton colère, ce qui est le cas, eh bien vous allez l'activer et le placer ici. Idem si jamais, admettons qu'ici, hop, on soit dans cette position-là, on vous dit vous gagnez plus 1 de colère, et bien vous allez devoir piocher tout de même là-dedans d'abord un jeton, puisque vous gagnez un mécontentement, vous le placez désactivé, et ensuite vous activez une colère. Voilà un petit peu comment ça marche. L'activation des activations de ces jetons. L'intérêt de l'activation des activations est lié directement à certaines cartes qui vont vous dire, en fonction de si vous avez tel ou tel type de mécontentement espoir actif, et bien il va vous arriver telle ou telle chose. Et donc pour l'espoir, ça fonctionne exactement de la même manière. Et donc l'idée là, je reviens à cette piste de fin, c'est que là si vous êtes entre 1 et 4, vous allez générer du mécontentement, donc au hasard, vous allez soit donc retourner un jeton face active, soit vous allez en piocher un nouveau. Si vous êtes de 5 à 9, vous allez non seulement subir du mécontentement, mais en plus subir un mort. Ici ce sera 2 morts, ici ce sera 3 morts, ici ce sera 4 morts.
Voilà comment ça marche. Lorsque l'on meurt, parce que oui, il va y avoir des morts dans ce jeu, il faut faire très très attention à ça. Lorsqu'on a un mort, eh bien, si c'est sur la piste de fin, il va falloir s'identifier, il va falloir identifier de quelle classe il vient. Vous regardez donc votre marqueur de tour. Au-dessus, il est noté ici qu'on est dans le tour des enfants, donc il va falloir nourrir les enfants, mais du coup, quand il y a un mort sur la piste de fin, c'est la manche précédente, donc ici ce sont les ouvriers. Donc vous avez, hop, un ouvrier qui meurt. Dans cet exemple-là, je vous dis, il y a un ouvrier qui meurt. Quand il y a un mort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous réduisez donc évidemment le nombre de la population indiquée. Vous augmentez la piste des morts, donc qui se trouve tout là-bas. Hop, vous l'augmentez de 1. Et vous allez devoir piocher une carte. Soit vous prenez une carte de votre main que vous avez eue au début de la partie, soit vous piochez une carte ici et vous regardez en bas à gauche ce qui est indiqué en fonction de la classe concernée. Ici, on me dit qu'il faut que j'active une colère et je perds un espoir. Hop, donc j'active une colère. Ici, je n'ai pas de colère, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je n'active rien, mais par contre, je perds un espoir, donc hop, je peux retirer, désactiver celui-ci, et donc il va falloir faire attention à ça, parce que c'est une manière, la mort, ça va être la manière la plus simple, entre guillemets, de perdre de l'espoir, donc il faut faire super attention à ça. Et donc voilà, en tout cas pour le traitement des morts, parce que ça va revenir régulièrement, mais au moins vous l'aurez vu dans cette phase-là. Donc ça, c'était la phase de fin. Ensuite, on va passer à la phase de nuit. Donc à la phase de nuit, vous allez récupérer tous les meeples qui sont placés donc, sur le plateau, vous allez les remettre, hop, au niveau de votre plateau là-bas pour qu'il soit de nouveau disponible, et vous allez devoir vérifier si vous avez suffisamment de logements pour tout le monde, et tous les personnages que vous n'allez pas pouvoir loger, eh bien vous allez devoir leur faire subir une maladie. Donc si, par exemple ici, c'est vraiment un cas défavorable, mais admettons que j'ai construit qu'une seule tente, alors que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meeples, je crois que j'en ai que 9 meeples à loger, eh bien dans ce cas-là, je vais avoir, 9 moins 2, je vais avoir 7 malades. Il va falloir que je sélectionne qui ne va pas dormir dans la tente, et donc vous allez faire évoluer le marqueur de maladie de cette manière-là. Une fois ça, on retourne à la première phase, donc on n'a pas encore vu parce que la première partie, le début de la partie, vous n'allez pas voir ça. Vous commencez directement par la phase d'action. Donc vous avez la phase d'aube, là vous changez de dirigeant, donc là c'est très simple, c'est un changement de marqueur de premier joueur en gros. Hein. On avance le marqueur de manche de cette manière-là. Si le marqueur vient à atteindre un marqueur de scénario, et bien vous lisez ce qui se passe sur le scénario et ensuite vous faites la suite. Si vous atteignez évidemment un marqueur de technologie, bien la technologie est débloquée et vous allez pouvoir replacer un nouveau marqueur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir, donc comme je vous disais, résoudre les jetons, développement, etc. Mais on va passer à la phase de matin. Phase de matin très simple, vous prenez la première carte du matin et vous lisez ce qui se passe, vous avez des choix à effectuer. Ici on vous parle d'orphelins, qu'est-ce qu'on fait des orphelins? On prépare un programme éducatif, on voit s'il y a des volontaires prêts à les adopter, etc., etc. Et donc parfois on va vous demander de rajouter des cartes du soir rouges dans votre pile du soir, parce que vous allez avoir une continuité vis-à-vis de cette histoire-là. Il va se passer il y aura une suite qui sera intrinsèquement lié donc à la pile du soir. Et donc une fois que vous avez résolu ça, et bien vous la carte, très souvent il vous demande de la détruire, donc vous la détruisez. Et on passe donc à la phase de générateur. À la phase de générateur, de la même manière lors de la phase d'action, vous allez pouvoir l'alimenter de telle manière à ce qu'il fasse meilleur. Si vous l'alimentiez ou pas, ensuite vous allez devoir vérifier le nombre les marqueurs qui se trouvent, les indicateurs qui se trouvent entre le marqueur de froid et le marqueur de chaud. Ici il y a un ouvrier, donc c'est-à-dire qu'un ouvrier tombe malade du froid, donc hop, vous augmentez sur la piste de la maladie, le type indiqué. Si par exemple je m'étais retrouvé dans ce cas-là, eh bien j'aurais 2 ouvriers, un ingénieur et un enfant malade, donc on aurait fait tout évoluer. Une fois que vous avez fait ça, là il va falloir vérifier à quel niveau de pression vous vous trouvez. Donc ici, on vous dit que vous êtes sur la ligne 2, il va falloir jeter 2 cubes de charbon dans le générateur. Alors comment ça se passe? Vous prenez des cubes de charbon de la réserve, hein, pas de chez vous, et vous les jetez dedans. Une fois que vous avez fait ça, vous sortez le tiroir et vous regardez ce qui est tombé. Ici, hop, j'en ai un sur les 2 qui est tombé, et vous le mettez dans la piste de pression qui se trouve ici. L'idée, c'est que si vous dépassez cette piste-là, le générateur va tomber en panne. Donc normalement, on est un petit peu plus avancé. Donc admettons qu'on est un petit peu avancé dans la partie, que les choses aient évolué de cette manière-là, et que je sois par exemple comme ça. Hop, je fais sauter le générateur, je retire tous les cubes qui se trouvent dedans. Celui-ci, je le redescends à 0 et je le retourne pour dire qu'il a déjà été en panne et qu'ensuite il va exploser. Et je fais augmenter tous les marqueurs de 1. Donc ça va être difficile de repartir, mais il va falloir le faire de telle manière à ce qu'on évite d'avoir trop froid, parce que là,
si vous voyez, si vous regardez bien, à la prochaine phase générateur, eh bien tout ce petit monde-là va être malade, et là vous n'avez plus rien de chauffé. Donc lorsque ça arrive, c'est très pénalisant, parce qu'il va vite falloir rattraper ça pour éviter que tout le monde tombe malade. Voilà comment ça marche pour la phase de générateur, et on passe ensuite à la phase de météo. Vous allez révéler une carte météo qui va vous faire progresser systématiquement tous ces petits marqueurs-là. Donc là, on vous dit que le marqueur de froid augmente, que le marqueur jaune augmente, et que le marqueur orange augmente, pas le marqueur rouge, il est bien sur 0. Ici, vous allez récupérer de la nourriture en fonction des bâtiments, des cabanes de chasse que vous aurez placées. Donc une cabane de chasse simple vous rapportera 1 de nourriture, une cabane de chasse double, c'est-à-dire améliorée, pardon, va vous rapporter 2 de nourriture. Ici, vous allez faire évoluer vos explorateurs. Donc les explorateurs, ceux qui sont placés donc sur vos cases exploration, vont évoluer. Ici, on me dit qu'ils évoluent de 3 cases. Hop, donc par exemple, ils vont arriver jusqu'en haut, et lorsqu'ils arrivent en haut, on va devoir résoudre autre chose. J'y reviens tout de suite, puisqu'ici, il est noté que la tempête avance de 1, et ça, c'est pareil, j'y reviens ensuite. Lorsque l'on passe donc sur la partie exploration, vous allez pouvoir décider soit de vérifier ce qui se passe dessus, soit de continuer d'avancer. Si vous continuez d'avancer, eh bien, vous allez devoir... si vous la retournez, pardon, vous allez devoir donc lire ce qui est noté dessus, et ensuite, en bas, vous avez un choix, soit le choix généralement de rentrer chez vous, soit le choix de continuer. En fonction de ce que vous allez décider, eh bien vous allez, si vous rentrez chez vous, vous allez gagner immédiatement des ressources. Par contre, si vous décidez de continuer, les ressources, vous ne les gagnerez pas tout de suite, vous les gagnerez que quand votre meeple rentrera. La différence, c'est qu'il est noté en fait en bas de la carte, ce qui est vers quelle carte vous allez continuer. Par exemple, ici, si je dis que je veux continuer donc mon expédition, je vais devoir prendre un B, puisqu'il est noté B, je prends une carte B, et je vais la placer, hop, sur le dessus de cette manière-là, avec, donc je les superpose de cette manière-là, et je place mon meeple dessus comme ça, et il est prêt à continuer son expédition, donc sur cette carte B qui est normalement censée vous rapporter plus de choses. Si vous décidez de rentrer, et bien dans ce cas-là, vous obtenez immédiatement les bonus indiqués, donc par exemple ici 2 bois et 2 nourriture, vous retournez la carte et vous placez un B, puisqu'il est noté un B également en face de la petite flèche jaune, vous retournez, vous placez de cette manière-là, et donc à la prochaine expédition, il faudra qu'un joueur décide de la prochaine action expédition, pardon, décide de placer un meeple sur la première case pour pouvoir continuer donc cette expédition, et il faudra donc placer les cartes de cette manière-là pour pouvoir suivre l'évolution de tout ça, et donc vous pourrez continuer en B, mais forcément vous commencerez d'un petit peu plus loin, parce qu'il vous faudra une case supplémentaire pour pouvoir évoluer, et donc si vous avez arrêté l'expédition, évidemment, vous récupérez votre meeple qui est prêt à travailler chez vous. Pour la tempête, c'est différent. Lorsque la tempête va rejoindre le marqueur de manche, donc là, bon, je l'ai avancé, normalement, il n'avance pas aussi vite, mais voilà, vous allez prendre le marqueur, la carte tempête, vous allez la retourner et vous allez devoir la résoudre. Par exemple, ici, on me dit que si vous êtes au maximum à la manche 7, ce qui est mon cas, parce que je ne suis pas encore à la manche 7, je vais devoir retourner chaque tente sur sa face ruine. Donc les tentes, ce sont ces bâtiments-là. On les retourne sur la face ruine. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce ne sont plus des logements. Sauf si vous votez la loi qui vous permet de loger des gens dans des ruines. C'est un peu difficile, mais si vous le chauffez, en gros, vous pouvez avoir un lit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte aussi, parce qu'il va falloir anticiper le fait que la tempête puisse détruire vos logements. Et donc, dans ce cas-là, il va peut-être falloir construire des logements plus décents, mieux que des tentes. Il y a des dortoirs et des maisons, mais ça coûte forcément plus cher. Donc voilà. Ok pour la phase météo, et donc ensuite on a la phase de préparation. Phase de préparation, vous allez devoir sélectionner un expert qui réalise donc les experts, ce sont les cartes que les joueurs... Il y a un expert par joueur, un expert par joueur, je vais y arriver. Et donc l'équipe va se concerter pour savoir quel expert on va utiliser lors de cette phase de préparation. C'est pas obligatoire, mais par exemple ici on a cet expert social qui permet, si jamais vous épuisez une justice, donc c'est-à-dire que justice c'est ce marqueur d'espoir là, si je le retourne sur sa phase donc désactivée, je vais pouvoir révéler 3 cartes du soir, en choisir une que je jette sans résoudre son effet et mélanger les 2 autres. Voilà, ça permet de se débarrasser un peu de cartes que l'on ne veut pas avoir. Donc, il y a plusieurs experts qui permettent de faire plusieurs choses de cette manière-là. Et ensuite, vous résolvez les marqueurs de maladie. Donc là, très attention, on va faire, hop, admettons qu'on fasse un peu évoluer tout ça, on va dire qu'on en est rendu un petit peu comme ça. Donc lorsque l'on résout les effets des marqueurs maladie, on va se référer à ce qui est indiqué en dessous de la section où se trouve le marqueur. Donc ici, par exemple, le marqueur maladie enfant qui est sur 4, il n'y a rien indiqué en dessous, donc il ne se passe rien. Par contre, ici, sur le de 5 à 9, donc c'est le marqueur des ingénieurs, il est indiqué qu'il faut le retourner. Donc là, je le retourne, il était sur sa face seringue, il ne se passe rien, je le rappelle, s'il était déjà sur un crâne, on le retourne et on génère une mort, donc chez les ingénieurs, je vous remontre. Hop, cet ingénieur, donc on perd un ingénieur dans la ligne, je vais y arriver, on perd un ingénieur dans la ligne, on retourne une carte
et on résout ce qui est indiqué en bas. Donc ici, par exemple, il est marqué que je dois activer une cupidité et que je perds un espoir. Cupidité, hop, c'est la main rouge, mince, j'en ai une, je suis obligé de l'activer, tac, je l'active, et je perds un espoir. Donc là, je n'ai pas d'espoir actif, donc je ne peux pas désactiver un espoir, je suis obligé de retirer complètement un marqueur et de le remettre dans la poche qui va bien, et ça, donc je le jette, et ensuite, donc je rajoute, hop, une mort sur la piste. Voilà, c'était pour vous remontrer. Par contre, si vous êtes sur un endroit où il y a un meeple de dessiné, il va falloir non seulement, bon ben là par exemple on me dit qu'il faut que je retourne mon jeton, donc je le retourne, mais en plus de ça, je vais avoir un ouvrier, donc c'est parce que c'est le marqueur orange, un ouvrier qui va être épuisé pour la manche à venir. Donc pour ça, on a des marqueurs d'ouvriers épuisés. Il y a des ouvriers, des enfants, il y a des ingénieurs épuisés. Vous allez les placer directement hop, sur le plateau. Et quel est l'intérêt de ça? Eh bien, c'est que vous allez avoir un meeple qui va occuper ce jeton-là, et vous n'allez pas pouvoir l'utiliser pendant cette manche. Ce jeton va se retirer à la fin, mais donc vous allez perdre un meeple pour cette manche. Donc voilà pour la piste de maladie. Une fois que vous avez fait ça, vous repassez sur la phase des actions, et vous allez donc continuer à progresser sur ce jeu de gestion survie, de telle manière donc à essayer de tenir un petit peu le tout, parce que vous allez voir, vous n'allez jamais être réellement à l'aise, puisqu'il y a toujours un petit quelque chose qui se passe, que ce soit un événement du soir, que ce soit un événement du matin, que ce soit la tempête, que ce soit des morts par la maladie, parce que bah, vous avez, je sais pas, vous avez fait travailler des gens dans le froid, ou parce que vous n'avez pas réussi à loger assez de monde, parce que quand la tempête arrive, vous perdez des logements. Donc quand vous perdez des logements, bah, c'est difficile de reloger, parce qu'il faut payer du bois, sauf que du bois, vous allez en prendre de plus en plus, et vous allez en avoir de moins en moins, donc il va falloir réfléchir à peut-être partir sur une station c'est une station de forage, c'est une station de forage, pour pouvoir récupérer du bois. Et pareil, le charbon, il va falloir voir avec le générateur, parce que le générateur, bah oui, vous allez le faire chauffer, mais plus vous allez le faire chauffer, plus vous allez mettre de cubes dedans, et plus vous risquez de le faire exploser. Donc il va falloir bien gérer ça avec la plateforme, avec la case de générateur, pour placer des ingénieurs dessus, pour pouvoir retirer des cubes. Et voilà, vous avez donc pas mal de choses à prendre en compte pour éviter de perdre, parce que si vous mourrez, si vous avez trop de morts, en plus de ça, vous risquez de perdre de l'espoir. S'il y a trop de mécontentement, et bien si on place le dernier jeton mécontentement, et bien la partie est perdue. Donc il y a pas mal de choses à voir. Voilà, je vais vous donner maintenant quelques petites précisions, quelques petites choses à savoir, qui me viennent comme ça, en tout cas, pour pouvoir donc commencer à jouer plus efficacement en tout cas à ce jeu. Vous allez voir que ce jeu est très difficile. Alors je trouve, petite parenthèse, il a une note BGG qui est de complexité qui est très élevée, je trouve, par rapport à ce qui est proposé. Le jeu, donc là, très certainement dans l'explication, c'est un petit peu brouillon, parce que il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup de phases, il y a beaucoup de petits plateaux, il y a beaucoup de plein de choses. Sauf que, en fait, une fois que vous avez fait un ou deux tours, clairement, ça devient plus fluide. Et lorsque vous relancez une deuxième partie, vous n'avez pas de mal, en fait, finalement, à joindre tous les bouts et à comprendre où est-ce que vous allez. Donc, je trouve que la note BGG, en fait, elle reflète surtout la difficulté du jeu, vraiment en termes de difficulté, pas en termes de complexité, mais la difficulté à remporter une partie, puisque c'est un peu à l'instar de This War of Mine, donc qui est basé sur un jeu du même développeur, donc 11 Bits, qui est basé sur un jeu vidéo, je veux dire. Ce sont des jeux qui sont difficiles. Et donc le jeu de plateau This War of Mine, c'est pareil, il est difficile, il est très difficile de gagner, parce qu'il y a des événements qui se produisent qui vont vous tomber sur le coin de la figure, et vous aurez beau être préparé, il y a forcément quelque chose qui va se passer et qui va aller à contre-courant de ce que vous étiez en train de faire. Et dans ces genres de jeux, à partir du moment où on commence à mettre le doigt dans la boue, quoi, eh bien, dans ce cas-là, vous allez commencer à lancer l'engrenage de la défaite, et ça va vite être très compliqué de remonter la pente. Et vous êtes toujours en survie permanente, en fait, dans ce genre de jeu. Et donc, dans celui-ci, c'est pareil, mais le jeu, je le trouve pas compliqué à comprendre, en tout cas, et à rendre fluide. Clairement, au bout de la deuxième partie, c'était très fluide. Il y a d'autres jeux qui ont été beaucoup plus complexes, qui ont une note moins complexe sur BGG, donc j'avoue que pour ça, j'ai pas compris. Et donc, voilà, je vais vous donner donc deux, trois petites choses. Tout d'abord, on va parler des lois. Donc les lois, c'est une action que vous allez pouvoir faire qui est sur la partie de gauche ici, qui est la plateforme. Vous avez donc, comme je vous ai dit, les lois qui sont sélectionnées au début de la partie, et vous allez pouvoir, par exemple, si on prend la première loi, c'est la loi concernant les enfants. Vous avez deux choix. Le choix de créer un abri pour les enfants. Donc dans ce cas-là, les enfants ne serviront entre guillemets à rien, mais vous allez pouvoir les héberger, et donc ils ne prendront pas de place dans les tentes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous allez pouvoir créer un abri pour enfants qui permet d'abriter 4 enfants, donc c'est pas rien. Mais à contrario, vous avez la possibilité de faire travailler les enfants. Dans ce cas-là, l'une des lois annule l'autre. Donc la loi 1 annule la deuxième, la loi 3 annule la quatrième, etc.
et vous avez des lois indépendantes, celles que vous avez piochées au hasard au début, qui elles, par contre, sont bien indépendantes les unes des autres. Et donc le travail des enfants vous permettra d'utiliser les meeples verts, qui sont les meeples d'enfants, que vous allez pouvoir utiliser pour ramasser des ressources ou utiliser les postes de collecte, qui sont des bâtiments qui vous permettront de collecter ce qui se trouve autour. Mais vous ne pourront pas faire n'importe quoi en tout cas. Donc, et forcément, pardon, le vote des lois va provoquer des choses vis-à-vis du plateau de mécontentement et d'espoir. Par exemple, si vous créez un abri pour les enfants, vous allez augmenter l'espoir de 1. Donc, je le rappelle, soit vous activez un espoir, soit vous en piochez un nouveau désactivé. Et si vous faites travailler les enfants, par contre, vous allez perdre de l'espoir. Donc, soit désactiver un espoir, soit en jeter un. Et vous allez augmenter le mécontentement. Donc, pareil, soit vous allez activer un mécontentement, soit vous allez en piocher un et le mettre face désactivé. Donc, toutes ces lois ont finalement des conséquences. Vous avez les lois qui vous permettent de rajouter de l'additif alimentaire, donc lors de la phase de faim, donc celle qu'on a vue, là où il fallait diminuer la faim et générer donc ce qui est indiqué en fonction de la position du marqueur une fois que vous avez nourri tout le monde. Et bien, une fois par manche, au début de la phase de faim, vous pourrez dépenser 2 nourritures pour réduire de 10 la faim et éviter donc de subir les effets indiqués en dessous, mais par contre si vous le faites, vous allez prendre un de cupidité, donc c'est ce marqueur là, vous allez devoir piocher un marqueur au hasard là-dedans, et ensuite activer un cupidité si vous en avez un, donc il faut faire ça évidemment avec parcimonie, et donc vous avez pas mal de lois comme ça que vous allez pouvoir noter, notamment les lois qui vous permettent de sélectionner entre la foi nouvelle et l'ordre nouveau, donc la foi nouvelle qui est plus un truc religieux, et l'ordre nouveau qui est un truc sécuritaire, entre guillemets, qui vous permettent de débloquer 4 bâtiments différents, donc l'un va contre l'autre, donc vous ne pouvez pas prendre foi nouvelle et ordre nouveau, etc. Et donc ces bâtiments, vous les avez, ils sont en dessous là du plateau, mais vous avez une phase qui concerne l'ordre nouveau, une phase qui concerne la foi nouvelle. Donc il va falloir sélectionner en fonction de la loi que vous allez voter ou non. Vous avez tout à fait possibilité de ne pas voter l'une de ces deux lois. Vous n'allez pas voter toutes les lois, de toute façon, vous allez voir. Mais voilà, ça c'est possible, en tout cas de ce point de vue-là. Une autre précision que je vous donne comme ça, c'est lorsque vous allez réaliser, donc si je prends hop, un ingénieur, et que vous allez sur la tuile, donc la tuile du générateur, parce que quand vous allez sur la tuile du générateur, c'est pour réduire la surpression, donc admettons, hop, qu'on ait avancé, et que malheureusement on ait fait tomber pas mal de cubes dans notre petit générateur là, enfin notre petit, tout est relatif bien évidemment, et donc là vous êtes pas loin de la surpression, et vous n'avez pas envie de faire exploser votre générateur ou de le faire tomber en panne, et donc là hop, vous arrivez ici, donc soit vous avez deux choix, comme je vous l'ai expliqué, soit vous retirez 5 marqueurs de cette piste là, soit vous pouvez retirer la totalité si vous dépensez, hop, je l'ai perdu, je l'ai pas mis, un noyau, ici, un noyau de vapeur, si vous en avez un, vous pouvez le dépenser, et vous allez retirer la totalité des cubes, mais pas que, parce que la première fois que vous allez réaliser cette action, vous allez placer une amélioration qui est cette petite croix-là. Quel est l'intérêt de ça? Eh bien, vous allez devoir le placer à l'intérieur de votre tour, et lorsque vous allez lancer des cubes à l'intérieur, eh bien, certains vont être retenus par cette amélioration, donc vous aurez moins de cubes qui tomberont dedans, et donc forcément, eh bien, ça vous aidera à éviter, vous voyez, par exemple ici j'en ai pas du tout qui sont tombés, ça vous évitera de tomber trop rapidement en surpression dans votre générateur, et donc de faire trop souvent cette action pour éviter qu'il explose, voilà. Et voilà, donc on a vu tout ce qu'il fallait voir, grosso modo, pour pouvoir jouer à ce Frostpunk. Alors évidemment, le jeu est très riche, donc je ne peux pas rentrer dans les détails de tout, puisqu'en fonction déjà du scénario que vous allez sélectionner, les parties vont être différentes, mais vous avez vu en tout cas le global, la globalité de ce que vous allez pouvoir faire, donc grappiller des ressources, construire des bâtiments, faire attention à la jauge de chaleur, faire attention à la maladie et à la mort, évidemment. S'il y a trop de morts, je l'ai peut-être pas dit, je crois, mais si on arrive à 10 morts, eh bien la partie s'arrête. La tempête, vous allez avoir les différents éléments avec l'arbre de technologie qui va se débloquer au fur et à mesure du temps lorsque vous aurez construit l'atelier, les expéditions, enfin bref, vous avez beaucoup de choses. Donc j'espère que j'ai pu dégrossir suffisamment pour vous, en tout cas, ce Frostpunk qui est riche, en tout cas en termes de gameplay, je trouve, et qui est très fidèle au jeu vidéo, parce que finalement on va retrouver beaucoup de mécaniques dans le jeu vidéo qui ressemblent, donc, enfin beaucoup dans le jeu de société qui ressemblent à ce qui existait dans le jeu vidéo, notamment cette partie survie et gestion, qui est très poussée, je trouve, dans le jeu vidéo, et qui est plutôt très intéressante également dans ce jeu de plateau. Et voilà, vous avez donc vu tout ce qu'il fallait voir sur ce Frostpunk, ou presque. Je vous fais un petit aparté, puisque j'ai omis de vous parler de ces cartes-là, qui sont les cartes donc des citoyens que vous allez pouvoir récupérer dès le début de la partie. Vous allez en avoir quelques-unes au début de la partie, il va falloir en jeter, tout ça va dépendre du nombre de joueurs qui jouent donc lors de votre partie. Et ces cartes-là, à quoi servent-elles? Eh bien, vous allez pouvoir en jouer une par manche, donc une par joueur par manche. Et ces cartes vont vous permettre, donc si vous faites l'action qui est indiquée, de modifier cette action. Par exemple, ici, on a une carte qui est dédiée
aux ingénieurs, donc vous voyez ma petit marqueur bleu ici, donc aux ingénieurs, on nous dit que si l'ingénieur utilise la plateforme, donc qui est le lieu qui permet de voter des lois, eh bien au lieu de voter une loi, vous allez pouvoir réutiliser un bâtiment et cette action sera considérée comme chauffée. Et vous avez des cartes par exemple qui sont utiles pour pouvoir utiliser les enfants entre guillemets, puisque si vous ne votez pas la loi pour les enfants, pour le travail des enfants, eh bien vos enfants ne pourront jamais travailler, ne pourront jamais rien faire. Donc ici, grâce à ces cartes-là, vous allez pouvoir utiliser vos meeples des enfants de manière différente sans avoir à les forcer à travailler avec une loi. Donc par exemple ici, on a cette carte-là donc qui nous dit que l'enfant, si vous utilisez cette carte, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire une action bâtir qui vous permettra de faire deux sous-actions bâtir, donc soit bâtir et démolir, soit démolir deux fois, soit bâtir deux fois, pardon, alors que normalement lorsque vous le faites avec un meeple standard, eh bien vous pouvez faire 3 actions, mais là ça vous permet d'utiliser ces meeples enfants que sinon vous n'utiliserez pas si vous n'utilisez pas ces cartes-là, et attention, ces cartes-là vous n'en repiochez pas, donc faites très attention à ça, et également lorsque vous allez subir des morts, je vous ai montré comment est-ce que ça se passait, donc vous savez, vous montez le marqueur de mort, vous diminuez en fonction de quel personnage est mort, de quel type de classe de citoyen est mort, vous allez diminuer le marqueur, donc soit ouvrier, soit ingénieur, ou soit enfant, mais aussi vous allez devoir donc piocher une carte et la défausser et résoudre l'effet qui est indiqué en bas. Et bien lorsque vous avez des cartes en main, vous pouvez tout simplement jeter une carte, à la place de faire ça, vous pouvez jeter l'une de vos cartes et résoudre l'effet qui est indiqué dessus si vous ne voulez pas vous en remettre au hasard de ce que vous allez piocher. Et c'est donc tout ce qu'il fallait voir concernant ce Frostpunk. Maintenant je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Concernant les règles du jeu, déjà il faut savoir que le livret est assez épais, il y a environ 40 pages, donc ça peut faire peur la première fois que vous allez l'ouvrir, mais finalement je le trouve assez bien écrit, chaque phase est bien décrite les unes après les autres, et vous avez finalement tout ce qu'il vous faut pour pouvoir évoluer sans avoir à y revenir régulièrement. Mais attention, il y a quand même certains points de règle, certains légers points de règle, dont notamment la gestion du gain de mécontentement et d'espoir et de la perte, qui font que vous allez y revenir de temps à autre. Et pour ça, je regrette qu'il n'y ait pas une meilleure aide de jeu, puisqu'une vraie petite aide de jeu qui rappellerait tous ces petits points de règle vous éviterait d'y retourner de temps à autre, parce qu'au début vous allez forcément le faire, mais au bout de 3 parties, clairement vous avez compris ce qu'il vous faut, et l'idée va être surtout de suivre cette carte de suivi de manche qui va vous dire toutes les choses qu'il va falloir que vous fassiez. Si vous avez toutes les règles en tête, donc notamment, je donne au hasard la surcharge du réacteur ou les règles sur la mort, eh bien dans ce cas-là, vous n'aurez plus besoin d'y retourner, mais c'est vrai qu'une petite aide de jeu aurait permis de s'y référer beaucoup plus rapidement, puisqu'il y a des aides de jeu donc, qui sont consacrées à chacun des personnages, puisque vous allez pouvoir vous attribuer des rôles lorsque vous allez jouer à plusieurs notamment, mais lorsque vous êtes tout seul, par exemple, on vous dit de prendre les 4 fiches, mais les fiches sont des fiches au format A4 qui clairement vous allez mettre de côté au bout d'un moment, parce que finalement elles reprennent toutes les règles qu'il y a dans la règle de jeu, seulement elle divise en fait les tâches en fonction des joueurs, mais lorsque vous jouez solo, eh bien vous prenez toutes les 4 fiches pour finalement avoir toutes les règles, donc dans ce cas-là, autant prendre le livret de règles et s'y référer lorsque l'on en a besoin. La mécanique de Frostpunk fonctionne merveilleusement bien pour ce que l'on en demande, en tout cas pour un jeu de gestion survie, puisque vous allez voir que finalement dans ce jeu, enfin je pense que vous l'avez compris, ça va être du sauf qui peut en permanence. Il va falloir faire super attention à éviter d'avoir trop de malades pour ne pas qu'ils se transforment en maladie grave et pour pas qu'ils se transforment en mort qui va vous faire perdre de l'espoir, qui va faire augmenter votre jauge de mort. Il va falloir faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de mécontentement, donc pour ça il va falloir soit voter des lois, soit pouvoir utiliser l'action de la cantine par exemple, mais qui coûte assez cher parce que ça coûte de la nourriture pour pouvoir retirer soit du mécontentement, soit ajouter de l'espoir. Enfin, vous avez pas mal de petites mécaniques à prendre en compte pour éviter justement d'être submergé par quelque chose. Parce que c'est pareil, si votre générateur explose, il va falloir y penser, il va falloir utiliser un ingénieur. Est-ce que vous allez vous dire à un moment donné, peut-être que cette fois-ci je vais essayer de pas y aller en m'espérant qu'il n'y ait pas trop de cubes qui tombent, mais finalement si vous faites ça et qu'il y a trop de cubes qui tombent, c'est perdu, c'est terminé. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte quand même pour éviter d'être submergé par toutes ces conditions de défaite qui peuvent vous arriver. Néanmoins, la mécanique est finalement
pas si compliqué que ça, je trouve, contrairement à ce que je vous disais dans la vidéo, ce que j'ai vu sur BGG. Sur BGG, la note est affreusement haute par rapport à ce qui est proposé. Il est difficile, c'est un jeu qui est très difficile, c'est évident, qui est très difficile, mais vraiment en termes de difficulté, mais pas en termes de complexité, puisque finalement, lorsque vous avez fait une partie complète, vous avez compris ce qu'il se passait. Il suffit juste de suivre la carte de suivi de manches pour pouvoir enchaîner les différentes manches, et finalement, il n'y a pas beaucoup de temps mort, si ce n'est les réflexions sur ce que vous allez faire, les discussions que vous allez avoir avec les autres joueurs, si vous y jouez à plusieurs, parce que je le rappelle, hein, c'est quand même un jeu coopératif, mais qui est plus orienté solo à mon sens, un peu comme This War of Mine d'ailleurs. Et donc les mécaniques dans tout ça fonctionnent merveilleusement bien, puisque c'est relativement fluide. On va très rapidement, on n'a pas pléthore d'actions en fait pour pouvoir se perdre. On sait un peu ce qu'on va devoir faire. Est-ce qu'on va révéler de nouvelles tuiles grâce aux actions de déneigement qui vont vous permettre de récupérer des ressources? Est-ce qu'on va avoir besoin de tel ou tel type de bâtiment pour, je sais pas, par exemple avoir plus de bois, avoir plus de charbon, avoir plus de nourriture, pour pouvoir rechercher des améliorations? Enfin, tout ce genre de choses là, finalement, ça va se résoudre par la discussion ou par votre propre réflexion si vous jouez tout seul, et tout et ça c'est fluide finalement. Lorsqu'il se passe quelque chose, vous allez rapidement vous rappeler de ce qu'il va falloir faire, les conséquences que ça va apporter, et donc pour ça je trouve que les mécaniques de ce Frostpunk sont très bien, sont très fonctionnelles et très fluides. Le matériel fourni dans ce Frostpunk, donc que vous avez vu là, était le matériel du premier pledge. Alors j'ai perdu le nom de ce pledge, mais c'est le premier pledge, donc ce qui va être, c'est l'équivalent finalement de ce que vous allez avoir en boutique, il me semble. Vous avez des jetons en bois, je n'ai pas les figurines par exemple, et la seule chose c'est qu'avec la petite extension Frostlander, donc j'en ai pas parlé parce que ça ajoute du contenu, mais aussi ça vous ajoute des jetons en bois qui viennent remplacer certains tokens, notamment sur la piste de température du générateur de vapeur, du générateur thermique. Donc le matériel fait clairement l'affaire, il est plutôt très bien pensé, les plateaux double couche font le boulot. Alors clairement par contre la partie du plateau de construction est un petit peu plus laborieuse à garder en place, puisque finalement vous faites des piles à l'instar de ce qui se faisait sur, alors moins important, de manière moins importante, mais à l'instar de ce qui se fait sur le jeu Anno 1800 pour ceux qui ont eu la chance d'y jouer. Vous avez des piles de bâtiments à faire un petit peu partout, et donc là c'est un petit peu le cas. Il manquerait finalement une petite grille, en fait quelque chose qui permettrait de le maintenir. Mais bon, ça c'est du plus. Mais côté matériel, donc je trouve que la qualité est clairement au rendez-vous. Il y a finalement tout ce qu'il faut là où il faut, il n'y a pas de trop, et la tour finalement, même si bon, elle est relativement grande, elle a une utilité, elle n'est pas juste là pour la déco, et donc c'est un petit plus, un gros plus, qui est très intéressant en tout cas pour l'immersion. Ça permet de favoriser ce point-là. Maintenant, on va parler de la mise en place, et là, je dois dire que forcément, c'est le point noir de ce jeu, puisque déjà, vous l'avez vu, c'est la première fois que j'utilise 2 caméras pour pouvoir montrer tout ce que je peux. Le jeu prend énormément de place. J'ai une table qui fait 2 mètres de long, qui n'est pas hyper large, mais mine de rien, ça prend la quasi-totalité de ces emplacements, de la taille de ma table, pardon. Et si vous voulez jouer donc à ce Frostpunk, il va vous falloir une grande table ou plusieurs tables pour placer ces différents plateaux. L'avantage déjà, c'est que ce sont des plateaux amovibles, et donc vous n'avez pas un grand plateau ou plusieurs grands plateaux qui vous empêcheraient finalement de vous éparpiller un petit peu comme vous le souhaitez. Mais pour avoir joué à des jeux qui prennent vraiment beaucoup de place, celui-ci, je peux vous le dire, il prend vraiment beaucoup de place, et donc forcément la mise en place est un petit peu laborieuse. Alors vous avez pas mal de petits jetons à placer par-ci par-là, mais et puis des decks de cartes à mélanger, mais vraiment le plus compliqué ça reste toujours, je reviens, mais ce plateau construction où il va falloir que vous empiliez, que vous triez et empiliez tous ces petites tuiles de bâtiment, parce que, et ça fait écho à un autre point noir qui est avec ce jeu, c'est que l'insert qui est fourni est tout sauf efficace, il est même gênant en fait. Il y a beaucoup de monde, si vous cherchez un petit peu partout, qui ont retiré ces inserts en plastique, donc qui permettent d'accueillir de nombreuses cartes, et des cartes slivées je pense, mais encore je suis même pas sûr, mais surtout beaucoup de cartes, mais finalement le jeu a été pensé pour utiliser la big box, en tout cas c'est la pression que j'ai, la big box si jamais vous avez tout pris en Kickstarter, et pour ceux donc qui ont la boîte comme moi, qui ont juste la boîte de base, et bien dans ce cas là vous vous retrouvez avec une usine à gaz à ranger, c'est vraiment compliqué, donc dans ce cas là je vous conseillerais de tout retirer, de retirer tout le plastique, et de vous débrouiller avec des sachets malheureusement, pour
pouvoir tout ranger dedans, mais ça, forcément, ça ne favorise pas l'efficacité de la mise en place, puisque tous vos différents bâtiments, vous allez devoir les trier à chaque fois avant de mettre en place votre jeu, et donc ça, forcément, c'est un peu laborieux et un petit peu décourageant. Néanmoins, lorsque l'on veut jouer à Frostpunk, on sait qu'on va y passer un petit moment, donc forcément, il faut anticiper cette mise en place. Côté thématique, Frostpunk nous emmène avec lui dans cet univers post-apocalyptique enneigé. On a vraiment l'impression de souffrir du froid en permanence, d'être tout le temps en permanence en train de vérifier ce que produit ce générateur thermique, de vérifier la température qui se trouve donc sur le plateau du générateur pour être sûr d'éviter un maximum de malades et donc d'éviter d'avoir un maximum de morts. Je trouve que la thématique est merveilleusement respectée et forcément elle est liée à cette adaptation du jeu vidéo et je dois dire que Frostpunk est l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo que j'ai eu la chance d'essayer. En tout cas, je trouve qu'il a vraiment respecté point par point tout ce qui faisait le sel du jeu vidéo, donc cet aspect survie, cet aspect gestion du froid, de la température, des expéditions, tout y est et je trouve que c'est merveilleusement bien fait pour ce Frostpunk et cette adaptation donc qui a le mérite de vraiment être fidèle donc à ce qui avait été proposé par le jeu d'11 bits. Maintenant, attention, pour conclure, je vais vous donner donc mon avis final sur ce Frostpunk. C'est un jeu que j'ai adoré, comme je vous le dis, cette adaptation est vraiment fidèle au jeu vidéo, mais attention, ce n'est pas un jeu pour tout le monde puisqu'il est extrêmement punitif. Je l'ai comparé de temps à autre avec This War of Mine, qui est lui-même tiré d'un jeu vidéo développé par 11 bits. Dans Frostpunk, ça va être un peu la même rengaine, c'est-à-dire que vous allez faire votre petite gestion. Alors attention, vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi, il va falloir se mesurer, il n'est pas question de consommer la totalité des ressources, la totalité de vos ouvriers en permanence, puisqu'il y a des moments où il va falloir se contenir pour éviter de générer trop de malades, et etc. et conserver des ressources en réserve. Et bien dans This War of Mine, c'était un petit peu pareil, si vous faisiez tout et n'importe quoi avec vos survivants, et bien il pouvait vous arriver malheur, quelque chose qui vous tombait de manière un peu hasardeuse, et forcément lorsque dans ce type de jeu il vous arrive des galères un peu comme ça, il est difficile d'en sortir, c'est un engrenage qui se met en route et qui fait qu'il va falloir que vous essayiez de survivre le plus longtemps possible et vous n'êtes plus vraiment à l'aise. Et bien dans Frostpunk c'est exactement la même chose, il va falloir faire super attention à ça puisqu'il suffit de piocher la mauvaise carte pour que vous ayez un événement qui soit assez fatal, et donc ça c'est quelque chose qui peut rebuter certains d'entre vous et je peux le comprendre. Maintenant, clairement, si vous cherchez une expérience coopérative, narrative et difficile réussi, et bien dans Frostpunk vous trouverez tout ce que vous voulez, si ce n'est plus, avec donc ce jeu de gestion et de survie formidablement réussi.